Je vais nous présenter. Donc, nous sommes aujourd'hui trois animateurs qui composons l'équipe territoire d'AgroBio. Yann Jaffré, qui est directeur d'AgroBio. Si tu peux nous dire juste un petit mot, Yann. Voilà, je m'étais manifesté avec le pouce, mais un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et Anne Randall, qui est coordinatrice du pôle, responsable du pôle alimentation et territoire au sein d'AgroBio 35. Bonjour à tous. Bienvenue, et nous avons également Arnaud Daligo qui nous fait l'honneur d'être avec nous quelques minutes en live depuis sa serre, qui est également maraîcher à Montreuil-le-Gast. Bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Voilà, la connexion a l'air un tout petit peu faible chez toi. Et je vais tout de suite passer la main à Anne pour qu'elle nous présente le déroulé des 2 heures de webinaire. Et merci Constance. Nous, on a organisé ce webinaire pour répondre à l'intérêt grandissant des collectivités locales autour de la transition agricole et alimentaire. Et voilà, on espère qu'au fur et à mesure de ce webinaire, on vous montrera comment le développement de l'agriculture bio peut répondre à ces objectifs-là. On a comme support de présentation, on a fait un site internet que je vais partager tout de suite à l'écran. Donc, c'est un site qui s'appelle Mon Territoire Bio. Je pense que Constance, elle a mis dans la conversation le lien parce que vous pourrez y retourner, il sera actif et vous retrouverez toutes les informations dont on a parlé sur ce site. Donc voilà, si vous avez loupé quelque chose, c'est pas grave, tout est là. Donc, on va dérouler les informations qu'il y a sur le site là au fur et à mesure des 2 heures. Donc, tout d'abord, avec une première partie sur la bio, c'est quoi ? Revenir un petit peu sur les principes de l'agriculture biologique, ses impacts sur le territoire. Une partie sur la présentation, une partie rapide, présentation d'AgroBio 35. Et puis après, quels outils vous pouvez avoir, quelles données vous pouvez avoir pour réfléchir à des scénarios de transition agricole sur votre territoire, à connaître quel est l'état de l'agriculture biologique sur votre territoire. À partir de ce moment-là, on fera un petit temps en sous-groupe d'un quart d'heure de discussion à 3-4. Et puis, on repartira sur Agir. Et donc là, nous, on vous présentera pour l'instant les actions qu'on a avec les collectivités locales, que ce soit les bassins versants, les intercommunalités et les communes. Voilà, et puis on parlera pour finir des dispositifs et des dispositifs financiers et des aides pour justement agir sur son territoire. Voilà pour moi. Je vous invite à poser toutes vos questions dès que vous en avez une dans l'espace de conversation. On s'arrêtera à la fin de chaque chapitre pour prendre 2 questions. Et puis celles auxquelles on n'aura pas pu répondre, voilà, on les collecte. On y répond nous à côté après le webinaire et puis on renverra à tous les participants les réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis on finira à midi. Voilà, hier ça s'est très bien passé. Nous avons fini à midi pile. Je pense qu'on y arrivera aussi. Écoutez, déjà, merci à toutes et tous de participer à ce webinaire sur la bio et les territoires, ou les territoires et la bio. Arnaud Daligo, je suis donc maraîcher installé à Montreuil-le-Gast, une commune qui se situe à 15 km au nord de Rennes, direction Saint-Malo, sur la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné. Je suis installé avec ma compagne Céline depuis 14 ans maintenant. Et donc président d'AgroBio 35, donc une structure de productrices et de producteurs qui travaillent au développement de la bio. Son rôle s'adresse d'abord à ses adhérentes et adhérents en termes de formation, de construction de filières relocalisées, de groupes d'échange. Et puis l'autre pan de ses missions se tourne vers l'agriculture dans sa globalité. Une agriculture qui a pris un cap il y a de ça, je dirais 35 ou 40 ans. Ce cap s'est vu prendre, en tout cas l'agriculture s'est vu prendre des distances assez notables avec les citoyens, avec la société. Nous, en tout cas, AgroBio 35, nous, réseau de producteurs, on a vraiment pour volonté de développer la bio et de développer la bio de manière cohérente et justement avec l'ensemble des citoyens, avec l'ensemble de la société
et avec les agriculteurs eux-mêmes. Nous ne sommes pas là pour travailler par injonction, nous ne sommes pas là pour donner des leçons, mais bien pour accompagner à la fois les agricultrices et agriculteurs qui souhaitent changer, à la fois pour encourager les agriculteurs et les agricultrices à vouloir changer, à vouloir opérer une mutation sur leur ferme, et à accompagner les territoires, les élus, les agents territoriaux qui, soit par intérêt, volonté, ou soit par obligation, aujourd'hui se tournent vers l'agriculture, qui est un pan évidemment très très important, et notamment sur, on le sait, sur les volets climat et sur les volets alimentation, et également sur le volet dynamique territoriale, relocalisation, notamment pour la fourniture de produits alimentaires. C'est de travailler de manière commune, concertée, et avec tout notre professionnalisme. Et je pense que pendant ce webinaire, vous allez pouvoir largement faire le constat. En tout cas, je vous encourage vivement, parce que nous sommes là, en tout cas, productrices et producteurs bio, pour vous accompagner. Je vous encourage vivement à prendre en considération les bienfaits de l'agriculture biologique. Ce ne sont pas des bienfaits qui s'adressent uniquement aux paysannes et paysans bio. On n'est pas là pour rester entre nous et s'adresser uniquement à nous et à une partie de la population qui pourrait soi-disant avoir la possibilité d'accéder à la bio. Nous voulons que cette bio se généralise un maximum, qu'elle soit le plus démocratique possible. Et en tout cas, vous, élus, vous, agents territoriaux, avez aujourd'hui la capacité, le pouvoir de le faire. Et sachez que nous, on est là pour vous accompagner à ça. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie les financeurs qui nous permettent de mettre en place ce type d'action, ce type de webinaire. Et puis, bien, je vous souhaite un bon travail pour cette matinée. Moi, je retourne travailler également. Merci à bientôt, Arnaud. Je l'espère. Merci Arnaud. Juste 2 secondes. Est-ce que tout le monde, on va finir ce temps de présentation et donc, pour faire connaissance, est-ce que tout le monde pourrait au moins allumer sa vidéo, voilà, 1 ou 2 minutes, qu'on voit les visages de chacun, s'il vous plaît. Ce serait sympathique. Parfait, merci. Bon, le lycée Saint-Exupéry, on sait qu'ils ne peuvent pas. Voilà, on a encore 3 personnes, Marie Chatagnon, Florine Marie, Aurélie Jouet. Si vous pouviez juste, avant qu'on démarre, allumer votre caméra, histoire qu'on voit nos visages. On va faire la photo de groupe avec ceux qui ont une caméra. Voilà. C'est juste un petit signe. Et on va démarrer, je vous remercie. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je passe la parole à Yann, qui va donc nous expliquer, mais au fait, la bio, c'est quoi? Très bien. Alors, donc je vais sur le site dont vous a parlé tout à l'heure Anne, pour vous présenter l'agriculture biologique. Aujourd'hui, l'agriculture biologique est reconnue à tous les niveaux, au niveau national et au niveau européen. Au niveau européen, donc les ambitions pour l'agriculture biologique, c'est à un horizon 2030 d'avoir 25% des surfaces en bio en Europe. On est sur des ambitions en France d'à peu près 15% à l'horizon 2022 pour le plan Ambition Bio du gouvernement. Je signale simplement, on vous a mis sur la page, vous verrez un lien vers le scénario After 2050 qui fait le lien entre la transition agricole et le climat, que ces ambitions sont encore insuffisantes si on veut pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de climat. Là, on vous a mis également sur la page
une citation qui vient des documents de la DRAF Occitanie, des documents qui sont édités cette année, qui parlent de la place de l'agriculture biologique et de son rôle pour la protection des aires de captage, pour l'intérêt pour tous les territoires. Voilà, on vous l'a mis parce qu'on n'aurait pas pu le dire mieux, mais on préfère quand ce sont les organismes de l'État qui l'indiquent. Et pour nous, c'est un bon encouragement aussi pour pouvoir dire on peut désormais affirmer l'agriculture biologique sans se freiner, ça a du sens et on peut le faire. Je dois vous présenter le cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est quelque chose d'un peu ardu pour ceux qui ne sont pas dans la partie technique. Peut-être avant, Anne, est-ce que tu peux nous présenter les chiffres clés? Oui. Alors, je prends la main. Je suis là-dessus. Est-ce que vous voyez tous là? C'est bon? Oui. D'accord. Alors, les chiffres clés, ça nous emmène sur le site de l'Agence Bio, qui est la structure officielle nationale qui consolide les chiffres autour de l'agriculture biologique. Et chaque année, ils réalisent ce qu'on appelle le baromètre des consommateurs. Donc, ils interrogent des milliers de personnes sur les comportements alimentaires et la place du bio dans ces comportements, changements de comportement alimentaire. Voilà. Là, vous avez la carte qui représente le pourcentage de consommation de produits bio en France. On voit qu'en Bretagne, on a 65% des personnes qui consomment des produits bio au moins une fois par semaine et presque 20% qui consomment des produits bio tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça, vous retrouverez ça dans les documents là, qu'est-ce qui motive les gens à consommer des produits biologiques. Donc, en premier, c'est la santé. Après, on a le respect de l'environnement comme deuxième critère. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment ça évolue. Et on sait que parmi les jeunes, notamment, le critère bien-être animal et le critère éthique et social devient vraiment prépondérant dans ce choix qui est fait d'aller vers une consommation plus biologique. Il y a aussi des informations sur où les gens se procurent ce type de produit-là. Donc la moitié, c'est plutôt dans les grandes surfaces. Et l'autre moitié, on va être dans tout ce qui est magasins spécialisés. Donc ici autour de Rennes, on a beaucoup les Biocoop, mais il y a plein d'autres réseaux. Les artisans, les marchés, la vente directe. Mais par contre, on a des attentes fortes pour retrouver plus de produits bio et locaux dans tout ce qui est vente directe, dans tout ce qui est artisans, restaurateurs, parce que voilà, c'est une attente forte des citoyens là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, vous pouvez retrouver aussi dans ces documents, c'est de voir depuis quelques années, et puis une accélération dans les 1-2 dernières années, des changements de comportement alimentaire globaux des Français vers des produits avec moins de gaspillage, des produits frais, des produits de saison, des circuits courts. Les Français cuisinent plus. Alors ça, on s'en est encore plus rendu compte avec la crise sanitaire et le confinement. Ça a accéléré un peu ces changements-là. Mais voilà, ça se retrouve clairement dans les chiffres. Après, il y a d'autres documents sur l'évolution de la production, du marché. En fait, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que ce soit au niveau de la production, des filières, de la distribution, dans les filières biologiques, on a une augmentation de 14% par an, à peu près, on va dire, depuis 5 ans. Donc, les surfaces biologiques ont doublé en 5 ans, au final. Il y a des disparités quand même en France, notamment. Voilà, ceux qui sont qui ont des surfaces au-dessus de 20% de surface d'agriculture biologique sur leur territoire. On a la Loire-Atlantique, la Drôme, qui est très en avance, et le pourtour méditerranéen. Par contre, dans les nouvelles dynamiques, dans les fortes dynamiques, beaucoup le bassin parisien et l'Est, parce qu'on a beaucoup de céréaliculture, de céréales qui passent en agriculture biologique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est au niveau européen, parce qu'on est quand même, voilà, c'est un cahier des charges européen, Yann reviendra dessus. Nous, on est à peu près dans la moyenne en France. Par contre, il y a des pays comme l'Autriche, l'Estonie, la Suède, qui eux sont au-dessus de 25% de surface d'agriculture biologique. Voilà, on a encore du progrès à faire. Voilà, je te repasse la main, Yann, pour que tu nous présentes un peu plus les principes
grands principes de l'agriculture biologique et son cahier des charges. Ton micro, Yann. Oui, pardon. Les cahiers des charges de l'agriculture biologique, donc là, il y a un onglet qui vous ramène vers un site sur lequel il y a l'ensemble des cahiers des charges. Les cahiers des charges sont aujourd'hui des cahiers des charges européens qui portent sur la production animale et sur la production végétale. Dans les cahiers des charges, il y a également des règles d'étiquetage, de transport, de commercialisation. Mais fondamentalement, le cahier des charges de l'agriculture biologique porte sur des règles de production. C'est vraiment les agriculteurs qui font la qualité, l'existence des produits biologiques tel qu'est fait le cahier des charges. Il a d'ailleurs été, à la base, c'est le seul cahier des charges qu'on puisse avoir au niveau national qui a cette particularité, c'est qu'il a été construit dès le début par les agricultrices et agriculteurs qui voulaient pratiquer l'agriculture bio eux-mêmes. Donc, les règles de production vont porter sur l'origine des plants, l'origine des semences, l'origine des animaux, qui doivent tous être en bio, et avec la particularité sur l'origine qu'en bio, on ne peut pas semer d'OGM ou planter d'OGM ou d'avoir d'animaux OGM non plus. Les cahiers des charges vont également porter sur les amendements, les types d'amendements qu'on peut avoir, et la particularité de la bio, c'est que on ne peut pas avoir d'amendements de fertilisants minéraux. Les cahiers des charges vont également porter sur la durée de vie des animaux. C'est un critère très important. La durée de vie des animaux, il y a des questions derrière de bien-être animal. Il y a aussi des questions de qualité, de goût, de qualité aussi des viandes. Mais ça a des conséquences puisque plus vous élevez un animal longtemps, plus vous le nourrissez longtemps et plus ça génère des coûts. Ensuite, il y a des choses sur les conditions d'élevage. Donc, les conditions d'élevage, ça va être sur les surfaces accessibles aux animaux. Ça va être sur le fait que les animaux doivent avoir un accès à l'extérieur systématiquement. C'est obligatoire en bio. Ça va porter sur les traitements autorisés. Alors, les questions qu'on nous pose, c'est est-ce que les antibiotiques sont autorisés en bio? Oui, c'est extrêmement limité, mais le principe qui est appliqué au niveau européen, c'est on ne laisse pas mourir un animal. Il y a des cahiers des charges aux États-Unis notamment où les antibiotiques sont totalement proscrits en bio. Mais en Europe, on a le droit à un traitement par animaux, ensuite c'est un certain nombre sur un troupeau, etc. Et la particularité en bio, c'est qu'on n'a pas le droit à des traitements préventifs, ce qui se pratique couramment, sinon dans l'agriculture en général. Ensuite, ça va porter sur l'alimentation des animaux avec une forte part d'autonomie. Cette question de l'autonomie alimentaire, elle est essentielle dans la bio. Elle fait toute sa qualité et son intérêt sur les territoires. Elle fait aussi la garantie pour les agricultrices et les agriculteurs sur les prix notamment et sur les volumes produits, puisqu'on a ce qu'on appelle en bio le lien au sol, qui est une valeur à laquelle tiennent très fortement les agricultrices et agriculteurs bio. Voilà en gros sur les conditions d'élevage. Et ensuite, le cahier des charges va porter sur les contrôles. Donc, il y a les règles pour le passage en bio. Il y a une période de conversion pendant laquelle l'agricultrice ou l'agriculteur doit mettre en œuvre les pratiques de la bio sans pouvoir mettre le logo bio sur ses produits, sans pouvoir valoriser en bio. Ça va être de 2 ans pour les productions générales et de 3 ans pour les productions en arboriculture. Et ensuite, il y a des règles avec un régime de sanctions en cas de problème constaté par les contrôleurs. La particularité de la bio, c'est que on ne peut pas se dire soi-même bio, c'est un organisme extérieur, un contrôleur extérieur qui peut nous délivrer le label bio.
voilà, ça c'est important. Ces organismes sont agréés au niveau national et sont aussi eux-mêmes contrôlés au niveau national et européen. Et ensuite, il y a des règles sur la transformation et la distribution. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il n'y a pas beaucoup de règles sur la transformation et la distribution. Ce n'est pas un cahier des charges de transformation ni de distribution, mais ce sont des règles qui visent à garantir qu'un produit qui est parti de la ferme en bio est bien toujours en bio quand il arrive au consommateur. Sur la transformation, notamment, on a le fait de ne pas pouvoir mélanger des produits bio et non bio dans un même rayon. On a souvent cette question, comment ça se fait que dans les supermarchés, on a des pommes bio qui sont emballées? Eh bien, c'est tout simplement cette règle. On ne peut pas avoir des pommes bio et non bio dans le même rayon sans en emballer soit les bio, soit les non bio. Et en général, les supermarchés vont emballer évidemment les produits qu'ils ont en moindre quantité, donc généralement les produits bio. Pour faire face à ça, ce qu'on conseille vivement, c'est la consommation de produits bio locaux et les magasins spécialisés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le cahier des charges. Bon, on fait des formations d'une journée complète là-dessus. C'est vrai que c'est très rapide. Donc, peut-être à certains endroits un peu approximatifs, vous m'en excuserez. Ensuite, on vous a mis là une présentation sur les apports de l'agriculture biologique. D'abord, les bénéfices sur les fermes. Ça favorise l'autonomie, puisqu'il y a ce fameux lien au sol. Des fermes autonomes, c'est très important pour son revenu, pour les agricultrices et agriculteurs. C'est aussi des cahiers des charges qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée par une production de qualité, de la transformation et la commercialisation à la ferme qui se font énormément en bio. On a entre 25 et 30% des agricultrices et agriculteurs bio en Ille-et-Vilaine qui pratiquent la vente directe sur tout ou partie de leur activité. Je dis entre 25 et 30% parce que suivant le nombre de nouvelles arrivées, souvent les personnes arrivent, sont en circuit long et ensuite commencent à développer des circuits courts par ailleurs. Et puis, sur les fermes, ça assure de bonnes conditions de vie et de travail. C'est vrai que toutes les enquêtes qu'on peut avoir de satisfaction de son métier dans l'agriculture montrent à chaque fois très nettement une très grande satisfaction de leur métier des agricultrices et agriculteurs bio par rapport à l'ensemble de l'agriculture, même si, évidemment, il y a des cas en haut et en bas dans toutes les situations. Pour l'ensemble de la société, l'intérêt de l'agriculture biologique, c'est de favoriser des partenariats équitables entre les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Donc là, notamment, comme je vous disais, le fait qu'il y a le lien au sol, on ne peut pas outrepasser les volumes, on ne peut pas aller plus loin que ce que peut produire notre terroir. Et donc ça, c'est intéressant sur ces relations de commerce équitable. Ça génère aussi des impacts environnementaux positifs sur l'eau, sur l'air, sur le sol, la biodiversité. Par exemple, il n'y a pas d'obligation excusez-moi, d'implanter des haies en agriculture biologique dans le cahier des charges, mais si vous voulez bien produire en bio, il va falloir héberger notamment des auxiliaires de culture. Il va falloir ne pas perdre votre sol, ne pas le laisser partir par l'érosion. Et donc, vous allez implanter des haies, plus favorablement encore des haies avec des talus. Vous allez héberger vos amis sur les cultures que vont être la faune et la flore sauvage, les carabes, etc., et qui vont vous permettre de réussir en agriculture biologique. Et ça aide à conserver la vitalité, la diversité des milieux ruraux, toujours sur le fait qu'on est sur des productions qui sont plus proches des besoins du territoire et des conditions pédoclimatiques. Ça permet de la création d'emplois durables et non délocalisables. L'agriculture biologique est beaucoup plus pourvoyeuse d'emplois sur les fermes que l'ensemble de l'agriculture. Ça permet aussi de recomposer, d'améliorer les paysages et ça permet de cultiver et de commercialiser des aliments de très grande qualité. Et donc ça aussi, c'est très bon pour tout le monde.
on vous a mis ici, on ne va pas les passer maintenant, mais des petites vidéos de présentation de l'agriculture biologique avec des choses qui ont été faites un peu sous un ton humoristique, même si le contenu est très sérieux. Des présentations un peu plus scientifiques et puis des présentations un peu plus doctorales, voilà, suivant les goûts de chacune et de chacun. Vous pourrez trouver, je pense, chaussures à votre pied pour aller plus loin et comprendre un peu plus ce qu'est l'agriculture biologique. Merci beaucoup, Yann. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long de la présentation. On va en prendre une maintenant s'il y en a une. Toutes les questions sont les bienvenues, elles sont toutes bonnes. Donc, n'hésitez pas soit à prendre la parole directement en enlevant votre micro ou à en poser une dans le chat. Je n'en vois pas encore à ce stade, mais bon, c'est toujours la première, la plus compliquée à arriver. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Et s'il n'y en a pas pour l'instant, on continue avec la présentation d'AgroBio, pour que vous sachiez un petit peu plus qui nous sommes. Et c'est Yann qui prend la main. Très bien. Alors, donc AgroBio 35, Arnaud Daligo vous l'a présenté succinctement tout à l'heure. Sur la page, là, vous trouverez également notre rapport d'activité qui vous donnera un petit peu, enfin de l'année dernière, qui vous donnera une idée des différentes actions qu'on met en œuvre, la manière dont on les met en œuvre, de l'accompagnement des collectivités, l'accompagnement des agricultrices, agriculteurs bio, le transfert des techniques de la bio à l'ensemble de l'agriculture. Et puis, on vous a mis également notre charte, qui est la charte du réseau auquel on appartient. On fait partie du réseau FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. On appartient également à une organisation européenne qui s'appelle l'IFOAM Europe, qui regroupe les organisations bio d'Europe, et une association internationale qui s'appelle l'IFOAM International et qui regroupe les acteurs du développement de l'agriculture biologique au niveau mondial. Je vous en parle là, c'est pas dans votre quotidien, c'est pas forcément très présent l'IFOAM International, mais il se trouve que le congrès mondial de la bio, pour la première fois, a lieu en France. Alors, il devait avoir lieu en septembre 2020 pour les questions que vous connaissez. Il a dû être annulé, mais il est reporté à septembre 2021. Ce fameux congrès mondial de la bio doit avoir lieu à Rennes donc regroupera 1500 à 2000 participants venus du monde entier pour échanger sur l'agriculture biologique. Donc nous, on développe la bio avec une vision, on est les acteurs du développement de la bio depuis toujours sur notre département. On développe la bio avec des valeurs très fortes auxquelles on tient, qui sont pour nous les valeurs qui font que la bio est un mode de production, certes, mais aussi un choix de société, de lien avec l'agriculture, le lien avec les agriculteurs et agricultrices du monde entier. Voilà, hein, donc vous retrouverez ces valeurs en allant voir cette charte du réseau. Donc on s'est donné un certain nombre de missions sur les territoires. On avait commencé à travailler assez fortement avec les bassins versants. Donc, c'est notre première entrée sur les territoires et avec notamment notre présence dans les contrats de territoire des différents bassins versants et donc un travail avec les syndicats de bassins versants. Et pour ça, on a mis en place et structuré un comité de développement de la bio sur les territoires bassins versants d'Ille-et-Vilaine, là où il y a un travail en forte concertation avec l'ensemble des syndicats de bassins versants pour échanger sur les attentes, les besoins, ce qu'on peut mettre en œuvre. Voilà, un comité de développement qui est animé, certains d'entre vous le connaissent certainement, Laura Toulet, qui suit cette action. On est en train de mettre en place également un comité bio et territoire
où on veut reproduire ce fonctionnement qui est très bon, qui fonctionne très bien, avec les agents des EPCI, là aussi de manière à pouvoir apporter de l'information, échanger sur les actions qui sont mises en place, échanger sur les modalités de mise en place de ces actions. Voilà. Et on a également développé en interne une commission référents territoriaux. Donc là, on a senti le besoin des demandes des territoires au moment des PCAET, au moment des PAT, d'avoir des liens et de la présence d'agricultrices et agriculteurs bio dans les réunions. Et donc là, on a actuellement 7 à 8 référents territoriaux qui sont déjà formés pour pouvoir être les partenaires de leur territoire, enfin des EPCI, des communes, également des bassins versants. Et on a pour objectif de former une trentaine d'agricultrices et agriculteurs bio pour pouvoir être en relation avec vous et vous accompagner dans les actions que vous mettez en place et où la bio a toute sa place, évidemment. Merci beaucoup, Yann. Voilà, on va passer maintenant à la partie diagnostic et vous présenter des outils sur vos territoires respectifs. Je passe la parole à Anne. Oui. Voilà, assez parlé de nous. Maintenant, on va essayer de parler des territoires et de vous. Donc, on passe à la partie diagnostic. Et je vais vous donner quelques éléments qui peuvent vous informer sur où en est le développement de la bio sur votre territoire. Donc, on crée chaque année, puisqu'on héberge au sein de la Fédération régionale d'agriculture biologique, l'Observatoire de l'agriculture biologique, qui nous permet d'avoir toutes les données de la bio sur les territoires. Donc, on crée des fiches. Donc là, j'ouvre celle de Fougères Agglomération, que j'ai pris comme exemple. On crée ces fiches, des chiffres clés, par intercommunalité et par bassin versant. On n'a pas encore fait les communes, 354, par un peu de temps. Donc là, ça présente le nombre de fermes engagées en bio sur Fougères Agglomération, 59 fermes, à comparer au nombre d'exploitations agricoles actuellement sur Fougères Agglomération. Ça représente 6% des fermes du territoire, un peu en dessous de la moyenne départementale. Les surfaces aussi en hectares, qu'elles soient en conversion ou en agriculture biologique. Donc là, on est à 6,6% de la surface agricole du territoire. Vous avez quelques éléments du contexte agricole du territoire. Si vous en voulez plus, vous pouvez aller sur le site de la Chambre d'agriculture où il y a des fiches aussi par intercommunalité sur des fiches générales de l'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est aussi donne des informations sur l'âge des producteurs sur les territoires, parce qu'on sait à quel point c'est un enjeu actuellement autour de la transmission des fermes, et on y reviendra après. Et puis, vous avez un peu plus de détails voilà, sur ces fermes des territoires, combien sont des fermes laitières, combien sont des fermes de maraîchage, sur ces surfaces en agriculture biologique, la partie qui est en prairie, la partie qui sont des grandes cultures. Voilà. Vous pouvez creuser ça. Je vous montrerai après où vous pouvez retrouver ces fiches. Après, vous pouvez, on a accès depuis quelques mois aux parcellaires bio sur tout le territoire français. Donc, on vous a extrait ces parcellaires. Alors, suivant si vous êtes d'un bassin versant, d'une intercommunalité ou d'une commune, les cartes de tous ces parcellaires bio. Je vais prendre une commune, et idéalement une commune qui est ici. Alors, j'ai pensé, j'ai vu quelqu'un de Bourg-Barré, donc on va prendre Bourg-Barré, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je repartage. Je change de partage d'écran, vous voyez bien. Donc là, vous avez la carte de Bourg-Barré, où vous voyez les parcelles en orange, les parcelles qui sont en bio, et puis le reste, les parcelles en conventionnel. Voilà, vous pouvez, donc, quand vous retournerez sur le site, tout le monde peut avoir accès à cette carte-là. On donne aussi les données shapefile, ça s'appelle les données qui sont les couches qui permettent d'être intégrées dans les logiciels de cartographie pour les intercommunalités et les bassins versants qui le souhaitent, voilà, qui font leurs propres analyses et qui peuvent les croiser avec d'autres informations. Voilà, ça permet Il y a des parcelles en conversion aussi?
Ouais, dans bio, c'est bio et conversion. Ouais. En fait, c'est les données de la PAC 2018. Donc, ça représente, on va dire, 80%, un peu plus sur l'Ille-et-Vilaine, 90% des surfaces en agriculture biologique. Il y a une partie qui ne sont pas là, notamment des toutes petites parcelles, puisque il y a beaucoup d'agriculteurs bio, notamment sur des projets type maraîchage, sur des toutes petites surfaces qui ne demandent pas les aides PAC, donc qu'on ne va pas retrouver ici. Voilà, ça permet de réfléchir. On sait qu'il y a un enjeu autour des questions entre les interfaces entre les zones résidentielles et les zones agricoles. Voilà, de réfléchir aussi pour les territoires qui ont des enjeux écologiques particuliers. Ça peut vraiment être intéressant. Je continue. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai après. Donc là, c'est bien revenu sur le site. Oui, tout le monde voit, descend. Oui, tout le monde voit. Ok. Après, c'est un document qui a été développé par la FNAB, donc la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et d'autres acteurs, qui permet de faire un autodiagnostic de son territoire et où il en est par rapport à l'agriculture biologique et quel est son potentiel de développement à ce niveau-là. Donc voilà, ça permet de se poser des questions autour de est-ce que dans la stratégie agricole qu'on a actuellement, il y a des actions qui sont spécifiquement orientées autour de l'agriculture biologique. Finalement, il y en a souvent assez peu, c'est très large d'habitude. Où en est l'état de la production de l'offre, quels sont les modes de production sur le territoire et est-ce qu'ils sont proches ou loin de l'agriculture biologique en fait. On sait qu'il y a des filières qui sont plus loin, je pense notamment à tout ce qui est porc sur la Bretagne, de pouvoir passer, de se convertir à l'agriculture biologique. Est-ce qu'on met en place des dispositifs financiers déjà qui favorisent cette transition-là? Qui sont les acteurs? Est-ce qu'il y a déjà en place des actions sur les territoires? Parce qu'en fait, vous verrez quand on va présenter Agir qu'il y a déjà beaucoup d'actions au niveau agricole, notamment avec les bassins versants, qui sont faites pour la transition des modes de production, on va dire globalement. Quelle est la part de de produits bio et locaux dans notre restauration collective, voilà. Est-ce qu'on a des porteurs de projets sur notre territoire, sur ces filières-là? Donc voilà, toutes ces questions-là, vous pourrez les retrouver là, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et puis après, j'arrive sur l'outil Parcelle. Donc, Parcelle, ça veut dire pour une alimentation résiliente, citoyenne et locale. C'est un outil gratuit en ligne pédagogique, d'information, de sensibilisation, pour mesurer l'empreinte spatiale, sociale et environnementale de l'alimentation en fonction des modes de production et de consommation. Donc, je vais cliquer dessus et puis je vais faire un petit exemple pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc, on peut choisir le territoire qu'on souhaite, la population à laquelle on s'adresse, et puis on va agir sur 3 leviers de l'alimentation durable, qui est la part de relocalisation de l'alimentation, la part en agriculture biologique, et puis le régime alimentaire. Et là, l'entrée principale, c'est la consommation de produits animaux. Parce qu'on sait que, en tout cas, pour répondre aux enjeux climatiques, on va devoir opérer au niveau de l'alimentation une transition vers moins de produits carnés, en tout cas un remplacement d'une partie des protéines animales vers des protéines végétales. Et voilà, ça calcule et ça nous donne quel va être l'impact en termes de surface agricole, d'emploi et d'impact écologique. Je vais faire un exemple pour que ça soit un petit peu plus concret. Je prends par exemple, il y a 2 parcours. Je vais prendre le premier parcours, je vous expliquerai le deuxième à quoi ça peut servir. Donc là, je vais prendre mes petites notes. J'ai vu qu'il y avait la chapelle des Fougerets qui doit être là. Je vais faire un exemple à partir de ce territoire. Voilà. La question que je me pose, c'est et si on voulait installer des agriculteurs pour fournir la cantine de ce territoire-là en produits bio et locaux? Qu'est-ce que ça impliquerait? Donc, moi, j'ai les informations sur la chapelle des Fougerets. Je crois qu'il y a 440 repas jour au niveau du scolaire. 440, je vais dire que c'est les primaires, hein, c'est peut-être pas vrai. Mais...
Voilà. Et on se pose la question, et si tout était bio? Et si, et ça on sait que c'est dans la loi Egalim, hein, il y a l'introduction d'un repas végétarien par semaine, donc on a une réduction un petit peu de la part de produits animaux de moins 25%, qu'on choisit ici. Donc il faudrait 38 hectares pour fournir toute l'année les 440 repas des primaires de la chapelle des Fougerets. On peut aller un petit peu plus loin pour savoir, oui, mais c'est 38 hectares de quoi? Sachant que ce qui pourrait être très intéressant, c'est qu'ici, on nous donne, sur la chapelle des Fougerets, on a 695 hectares agricoles. Donc, c'est possible. Donc, je vais aller là, sur la répartition des surfaces, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler après. Donc, ces 38 hectares, sur ces 38 hectares, 28% seraient dédiés, 28 hectares, pardon, seraient dédiés à fournir la viande, les œufs et les produits laitiers pour les cantines. On sait qu'en France, la part de l'élevage, ça représente 64% de la surface agricole utile. Là, on est un peu dans les mêmes proportions. C'est voilà, c'est un très fort impact en termes de surface. Voilà, il faudrait 4 hectares sur tout ce qui est céréales, alimentation humaine, légumineuses. C'est aussi qu'on va vers une augmentation de la part de légumineuses. 5 hectares sur les fruits et 0,8 hectares sur les légumes. On sait qu'il y a pas mal de communes qui sont en réflexion sur l'installation de maraîchers bio, dont une partie de leur production pourrait fournir la restauration collective. Voilà, il faudrait 0,8 hectares. Donc c'est des ordres de grandeur, hein. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité. Ça donne des ordres de grandeur. On se base sur le régime alimentaire global du français, sur des études accessibles, officielles, à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez aller jouer sur différents parcours. Ce que je n'ai pas présenté ici, c'est tout l'aspect impact écologique. Parce qu'on peut très bien faire un parcours où on va se demander et si tous les habitants de la chapelle des Fougerets mangeaient localement, combien ça représenterait en termes de surface, quel nombre d'emplois que ça représenterait et quel impact écologique cela aurait que ces surfaces soient en agriculture biologique et qu'on ait un changement entre les surfaces pour fournir avec un régime alimentaire où il y aurait moins de produits animaux. On sait que si un régime alimentaire avec moins de produits animaux, on augmente énormément les surfaces en légumes, en céréales, en légumineuses. Donc, ça agit sur différents indicateurs qui sont les émissions de gaz à effet de serre, la destruction des espèces, tout ce qui est biodiversité, la déforestation importée, la pollution de l'eau, la consommation d'eau, l'empreinte au sol et la pauvreté des sols. Vous pouvez explorer ce qui est très intéressant dans cet outil-là, qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'ordres de grandeur, il y a aussi des choses qui permettent de comprendre pourquoi il y a une diminution de la pollution de l'eau. Est-ce que c'est du fait qu'on est passé en agriculture biologique ou est-ce que c'est du fait qu'on change le régime alimentaire? Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est très transparent au niveau de la méthodologie de calcul aussi. Donc, nous, on encourage vraiment les personnes à se l'approprier et que ça puisse être un outil, je ne sais pas, au sein d'une commission agricole sur une intercommunalité, un outil de discussion, de débat, de projection sur des scénarios sur un territoire. Ça permet d'aborder vraiment différentes questions, que ce soit le foncier, la restauration collective, l'autonomie alimentaire du territoire. Voilà sur Parcelle. Et puis, un petit mot sur mieux connaître qui est sur mon territoire. Donc, j'en profite, on était sur la restauration collective, j'en profite pour parler de Manger Bio 35, qui est le groupement des agriculteurs bio qui fournissent la restauration hors domicile en Ille-et-Vilaine. C'est une SIC. Peut-être déjà certains d'entre vous ont des cantines qui fonctionnent avec eux. Ils ont une cinquantaine de producteurs qui sont apporteurs de la structure et une progression très forte puisque voilà, on va, avec la loi Egalim, vers plus d'approvisionnement bio et local et puis il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là. Donc ils sont là. Et puis si vous voulez savoir quelles sont les fermes, quels sont les transformateurs, les artisans, les distributeurs qui sont en bio,
sur votre territoire, vous avez l'annuaire de l'agence bio. Donc, je vous laisserai regarder, vous rentrez là où vous êtes et puis vous avez le détail. C'est là où vous pouvez trouver toutes les fermes en bio de votre territoire. Dernier outil, le site, c'est un site de notre réseau qui s'appelle le Bon Plan Bio. Vous pourrez retrouver tous les points de vente de produits bio et locaux. Ça s'adresse vraiment aux consommateurs, hein. Tous les points de vente de produits bio et locaux autour de chez vous. Je mets Montgeron, j'ai vu quelqu'un de Montgeron. Que ce soit des producteurs qui sont en vente directe, des AMAP, des marchés, voilà. Le Giromont, le marché de la Chapelle des Fougerets, les AMAP, Brin d'Herbe et la distance au lieu qu'on a choisi. Voilà pour moi sur les outils et les données de diagnostic et compréhension de son territoire. Merci Anne. Alors, il y a une question de Florine Marie à laquelle on n'a pas encore répondu, qui était: est-ce que les shapefiles sont accessibles pour d'autres que BV et communauté de communes, j'imagine? Peut-être que Florine souhaite préciser sa question. Non, mais Anne va pouvoir répondre, je pense. Oui, ils sont accessibles à tout le monde. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas fait on les a pas découpés par commune. Si la question est pour les communes, c'est possible. Faut nous contacter. Alors, on va prendre le temps de prendre une ou deux autres questions. Si vous le souhaitez, on accueille aussi Christelle Ménard, de Valdy-le-Billier, qui vient de nous rejoindre et qui nous demande si nous recevrons les supports. Donc, bienvenue Christelle. Nous sommes donc sur le site que je vous ai partagé, monterritoirebio35.org, qui est disponible sur ordinateur, mais aussi sur version mobile. Et toutes les informations sont rassemblées sur ce site. Vous pourrez y retourner quand vous le souhaitez. Voilà, nous allons essayer de prendre toutes les questions aujourd'hui sur le webinaire en direct, mais celles auxquelles on ne pourra pas répondre, on vous enverra à tous un email après la fin des webinaires pour vous rappeler ce site et répondre potentiellement aux questions qui seraient encore en suspens. Je vous passe la parole à tous. Est-ce qu'on va clôturer là? On clôture la partie diagnostic. Est-ce qu'il y a une autre question avant que nous continuions? N'hésitez pas. Est-ce que tout vous a paru limpide, clair? Est-ce que vous avez des questions sur ces outils? Je crois que ça a l'air limpide. Alors, avant de continuer sur la partie un peu principale de ce webinaire qui est… une question, Constance. Ah, voilà, une question qui arrive. Alors, comment faire pour sensibiliser des agriculteurs peu proches du bio? Vaste question. Est-ce que Yann ou Anne, vous vouliez répondre? Effectivement, dans la partie agir, je pense qu'on va répondre enfin, j'espère qu'on va répondre à cette question le plus possible. Et puis, on fera attention de vérifier qu'on y a bien répondu après la partie agir, je pense. Très bien. Donc, Annick, un tout petit peu de patience. Voilà, on tentera de répondre à cette question d'ici la fin du webinaire. Avant donc de poursuivre, on va vous proposer une petite partie qui est vraiment pour vous, dans un premier temps, et puis une partie d'échange et de partage qui est très importante dans ce webinaire qui est du coup très court, donc assez descendant avec pas mal d'informations. On va donc vous proposer deux temps. Un premier temps, là, quelques minutes, où vous allez prendre un papier, un crayon, ce que vous souhaitez autour de vous. Et puis, c'est quelques minutes de réflexion individuelle sur, voilà, aujourd'hui, quelles sont mes ou nos envies, mes ou nos projets, et quelles sont sur mon territoire nos préoccupations par rapport au développement de l'agriculture et de l'alimentation biologique locale. Vous pouvez le faire aussi au lycée Saint-Exupéry. Je pense que ça peut être un exercice entre vous 12 intéressant. Donc, on va prendre quelques minutes de calme. Posez-vous,
commencer à écrire, puis vous conserverez ces notes à l'issue du webinaire. Et ensuite, on passera sur 15 minutes d'échange en petits groupes. Et sans plus attendre, on va passer à la partie agir, où on va déjà pouvoir répondre avec des actions concrètes à pas mal de ces sujets. Anne, Yann, je vous passe la main. Alors, concernant la partie agir, vous aurez sur la page là, vous retrouverez la carte un peu similaire à celle sur laquelle on s'est positionné tout à l'heure, et vous pourrez choisir une échelle administrative qui vous convient et aller dessus choisir votre territoire. Je vais faire sur les bassins versants. Donc vous pouvez aller cliquer sur un bassin versant. Prenons par exemple le bassin versant de l'Ille-et-Ilé. Aujourd'hui, il est réuni Ille-et-Ilé et Flume d'ailleurs, mais là, c'est les anciens bassins versants avec les chiffres et les données que nous avons. Vous allez trouver par bassin versant les actions qui sont mises en œuvre et également les chiffres clés. Donc, ça se télécharge, voilà, l'ensemble des données chiffrées du bassin versant, le positionnement des parcelles en bio, l'évolution du nombre et des surfaces en bio sur le bassin versant. Voilà, donc, et ces données sont régulièrement actualisées. Et ensuite, vous avez trouvé l'ensemble des actions qui sont en cours de mise en place sur le bassin versant. Donc là, on voit les diagnostics changement de système et visite d'information à la bio. Donc, le principe, c'est que tout agriculteur qui en fait la demande sur les bassins versants a la possibilité de bénéficier du passage d'un technicien spécialisé en bio dans les 15 jours après son appel environ. Le technicien va répondre à toutes ces questions et va lui proposer une sorte de pré-diagnostic écrit lui donnant les premières pistes pour avancer s'il souhaite aller vers l'agriculture biologique. Voilà, les noms des agriculteurs en bio voisins, les équipements disponibles qu'ils pourraient essayer, etc. Ça, c'est une des solutions, d'ailleurs, pour répondre en partie, hein, bien sûr, mais à la question des agricultrices et agriculteurs qui ne sont pas forcément sensibilisés à la bio. Ils ont la possibilité d'avoir cette visite d'information gratuite lorsqu'on est sur des bassins versants. L'accompagnement individuel au changement de système, donc là c'est pour des agriculteurs, des fermes qui auraient changé de système, soit la bio, mais aussi ça peut être vers des systèmes herbagés ou voilà, qui ont mis en place des changements assez significatifs. Ils peuvent bénéficier d'accompagnement à part des techniciens spécialisés. On met également en place des fermes ouvertes professionnelles, donc là aussi la possibilité de venir voir, de venir se rendre compte de ce qui se fait sur la ferme, près de chez soi, qui est en bio, poser les questions directement aux agricultrices et agriculteurs concernés, comment ils sont passés en bio, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les avantages qu'ils y ont trouvés, etc. Des plateformes de démonstration de matériel, donc là c'est pour permettre de montrer les différents équipements utilisables en agriculture biologique. Les rendez-vous techniques de la bio, là, donc des points techniques très pointus, sur une ferme qui sont mis en évidence. Et là aussi, tous les agriculteurs et agricultrices voisins sont invités et peuvent venir partager sur un point technique très, très pointu. Il y a des accompagnements au désherbage alterné. Je vais faire un point, un focus là-dessus tout à l'heure. Je ne détaille pas là. Là, sur ce territoire, il y a aussi la formation d'ambassadeurs et ambassadrices de la bio. Là, en l'occurrence, c'est l'idée de monter un groupe de femmes agricultrices puisque on a remarqué que les femmes étaient quand même beaucoup vecteurs du changement en agriculture pour la prise en compte notamment des aspects environnementaux. Voilà, là c'est de regrouper les personnes, pouvoir travailler ensemble et aussi parler à l'ensemble ensuite entre agricultrices de ce qui peut être fait dans l'intérêt de tous et de toutes. Et là, il y a une action sur ce territoire qui est voyage en terre bio,
Donc là, qui est une action un peu conjoncturelle qui est liée à ce que je vous parlais tout à l'heure, le congrès mondial de l'agriculture biologique. C'est la déclinaison territoriale du voyage du congrès mondial, de pouvoir mettre en relation les acteurs, les habitants, les agriculteurs bio du territoire et ces représentants de l'agriculture au niveau mondial dans des soirées d'échange et d'informations pour comprendre que notre agriculture, elle se joue bien sûr chez nous, mais qu'il y a aussi des paysans dans le monde entier et que ce qu'on fait a un impact sur eux et que ça a un sens d'y prêter attention. Voilà pour les actions sur les bassins versants. Je te laisse, Anne, la parole pour présenter les communautés de communes, peut-être. Je vais reprendre le partage de l'écran. Oui. Voilà. Donc, comme le disait Yann, voilà, les actions avec les bassins versants, elles se font depuis de nombreuses années. Ça permet de s'adresser au monde agricole et de proposer des actions. Les collaborations qu'on a avec les collectivités locales, elles sont plus récentes, je dirais, vraiment depuis 2 ans que ça s'est accéléré, c'est en train de s'accélérer là. Ça vient du fait de la réforme de la loi NOTRe, mais aussi un intérêt croissant sur la transition agricole et alimentaire et la mise en place des PCAET, dans lequel il y a souvent un volet agricole, qui est pris sous l'angle climat-énergie, et puis des programmes alimentaires de territoire. Donc, je vous prends juste l'exemple. Donc là, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle communauté de communes. Celles qui sont en jaune, c'est celles avec qui on a des collaborations actuelles. Je pense à la communauté de communes de Bretagne romantique. Donc, je vais revenir, là vous voyez écrit défi foyer alimentation positive, je vais revenir dans le détail. On peut juste par exemple mettre en évidence que cette communauté de communes travaille au soutien d'une association de producteurs bio pour mettre en place un magasin, un point de vente de produits bio et locaux. Donc, une intercommunalité qui agit directement là sur l'offre en produits sur son territoire. C'est vrai que souvent les collaborations sont autour de la restauration collective ou de l'éducation à l'alimentation durable, parce que c'est souvent le premier axe que prennent les intercommunalités dans leur programme alimentaire de territoire. Nous, on souhaite vraiment élargir ça à l'action sur la production agricole directement. Alors, je prends l'exemple de Conon Marche de Bretagne, puisque ensemble, on a pu mettre en place un groupe 30 000. Donc, c'est dans le cadre des projets Ecophyto. C'est un groupe de producteurs bio et conventionnels qui travaillent ensemble pour réduire l'usage de produits phytosanitaires sur leurs exploitations. Et puis, à l'initiative de Conon Marche de Bretagne, il y a actuellement la mise en place d'un groupe d'agriculteurs sur la thématique biodiversité. Donc là aussi, pour former des personnes qui connaissent ces enjeux-là, enfin des agriculteurs qui connaissent bien ces enjeux-là et qui peuvent s'investir sur ce sujet-là. Voilà pour les communautés de communes. Un petit mot sur les communes. Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu des collaborations ponctuelles avec des communes qui souhaitaient mettre en place, par exemple, un marché bio sur leur commune, qui nous faisaient appel pour faire l'expertise d'une parcelle sur laquelle ils souhaitaient installer un agriculteur. Ou alors, on a aussi, je prends l'exemple de Laguet, là, qui nous avait sollicité pour être présent sur une réunion d'agriculteurs. Ils ont souhaité réunir tous les agriculteurs de leur territoire pour leur parler des projets de la commune et puis pour voir surtout eux aussi quels étaient leurs besoins, leurs attentes. Et puis nous, on peut y être présent pour répondre aux questions qui peuvent être parfois assez techniques sur l'agriculture biologique notamment. Et donc là, je vous montre un exemple qu'on avait fait pour Laguet, notamment d'un petit diagnostic qu'on peut faire pour les communes, qui reprend notamment alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, la carte des parcelles en bio, mais voilà, le nombre de fermes en bio qui sont sur le territoire. Si nous, on a connaissance, on accompagne des projets d'installation ou de conversion sur ce territoire, et puis une petite projection sur des scénarios en utilisant l'outil parcelle que je vous ai présenté avant, qui permettent de se projeter sur la question de l'autonomie alimentaire sur son territoire, la question des installations et de la transmission.
et puis de la restauration collective bio et locale, avec des exemples à la fin de leviers d'action que les communes peuvent activer directement par rapport à leurs compétences. Voilà. Je vais te relaisser la main, Yann, pour présenter. Là, on va passer à des présentations un peu plus détaillées d'actions. Voilà, on ne pourra pas tout faire, malheureusement. Mais Simplement repréciser quand même, parce qu'on parle des bassins versants, peut-être que tout le monde ne fait pas encore le lien entre là, les collectivités territoriales et les bassins versants. Désormais, la compétence de l'eau est une compétence des EPCI. En Ille-et-Vilaine, la mise en œuvre des actions et cette compétence a été déléguée partout au syndicat de bassins versants. Il n'en reste pas moins qu'il y a vraiment des enjeux politiques, stratégiques sur le changement agricole qui sont très forts sur ces bassins versants et qu'il est vraiment important que les élus s'investissent dans les comités de pilotage, dans les contrats de territoire des bassins versants pour pouvoir agir. Il y a des moyens qui sont quand même relativement conséquents, avec notamment des financements de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et des financements de la région Bretagne. Voilà, c'est des endroits où il faut aller se former sur ces sujets de l'eau pour pouvoir agir. Les actions concrètes pour la bio. Alors, on a essayé de détailler ici quelques actions. Donc ici, je vais vous parler du désherbage alterné. Donc là, c'est une action qu'on mène depuis plusieurs années avec les bassins versants, qui consiste à accompagner les agricultrices et agriculteurs, essentiellement des agriculteurs d'ailleurs, qui ne sont pas en bio, mais qui souhaitent et qui sont prêts à utiliser des techniques qui viennent de l'agriculture biologique. Donc là, c'est notamment les outils de désherbage mécanique, tels que ceux que vous pouvez voir sur les images. Donc, il y a de la formation et un accompagnement individualisé des personnes pour pouvoir utiliser ces outils. Donc, avec des résultats qui sont très intéressants, puisque donc, les indices de fréquence de traitement, les IFT sont les indices de fréquence de traitement du maïs. Donc voilà, sur les 8 dernières années, sur l'ensemble on accompagne à peu près 100 à 110 fermes par an sur ces fermes en agriculture conventionnelle par an sur ces actions-là à ce jour. Et les indices de fréquence de traitement pour les personnes qui passent une fois un outil de désherbage mécanique, c'est une baisse de 30% des IFT. Et pour des personnes qui vont passer 2 fois un outil de désherbage mécanique, c'est 59%, donc près de 60% de baisse des IFT. Hein. Il y a la possibilité, puisque c'est des personnes qui ne sont pas en agriculture biologique, d'avoir un traitement chimique à suivre, puisque souvent, ce n'est pas des rotations comme celle en bio. Il y a d'autres techniques pour pouvoir faire du 100% mécanique. Là, c'est des rotations souvent plus courtes, et donc il n'est pas toujours évident de faire du 100% mécanique. Ceci dit, je présente cette action, elle est extrêmement prometteuse. Je pense qu'on peut travailler par les bassins versants et localement par tous les moyens, à faire en sorte que 100% des parcelles de maïs en Ille-et-Vilaine commencent, au lieu de faire un traitement en prélevé, commencent par du désherbage mécanique. Techniquement, on sait le faire, on sait accompagner, on connaît les techniques, c'est très efficace, c'est éprouvé et c'est possible de le faire, et ça serait immédiatement des baisses de pesticides dans l'eau assez spectaculaires. Donc, par ailleurs, là, je vais vous... C'est encore moi. Ah oui, je présente les actions d'installation et transmission.
Donc, effectivement, là, vous trouverez des actions autour de l'installation-transmission. C'est difficile de dissocier l'installation et la transmission, hein. J'ai entendu dans les retours d'atelier qu'il y avait cette préoccupation très forte. Là, vous trouverez des films. Là, c'est de nos collègues du Finistère, hein, qui ont fait un film. Alors, on réutilise leur film. On n'avait pas autrement sur l'installation en maraîchage. Et là, le cas d'une transmission dans une ferme, un GAEC qui accueille une personne, dans les deux cas, des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et qui peuvent rejoindre des fermes en bio et devenir eux aussi agriculteurs bio. Donc, on a tout un travail pour accompagner les personnes qui veulent s'installer en agriculture biologique. Et ça commence par un premier rendez-vous avec la bio. On va présenter les cahiers des charges, les grands principes des techniques, voilà, le métier d'agricultrice, agriculteur, parce que souvent, c'est des personnes qui viennent nous voir. Alors, les personnes qui connaissent un peu l'agriculture, qui veulent avoir des détails sur la production bio locale, mais c'est aussi beaucoup de gens, ce qu'on appelle non issus du milieu agricole ou des installations hors cadre familial, qui vont venir nous voir. Dans les rencontres qu'on a localement avec les mairies, on a vraiment ce retour systématique de personnes qui appellent la mairie pour pouvoir s'installer, souvent en maraîchage ou sur des productions paysans boulangers, etc. Avec les témoignages des élus qui peuvent agir déjà pour essayer de trouver des terres, mettre en relation avec les agriculteurs en place, mais qui ne savent pas exactement où renvoyer les personnes, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous sur ces premiers rendez-vous avec la bio. C'est conçu pour eux, c'est gratuit. Ça leur permet vraiment de se mettre en train sur le sujet s'ils veulent avancer. On est également membre du PPP, hein, qui est un programme de plan de professionnalisation personnalisé, qui est un programme national sur l'installation en agriculture. Donc, on est partenaire d'établissements agricoles, de la Chambre d'agriculture et des CIVAM sur notre département. Et on a 2 conseillers projets spécialisés en bio qui sont agréés par la préfecture pour le travail et l'accompagnement pour les personnes qui ont des projets d'installation en agriculture biologique. Et on fait des accompagnements à différents niveaux. Également les plans d'entreprise qu'on peut chiffrer et du suivi également jusqu'à après l'installation pour s'assurer que tout se met en place et que tout va bien après. Voilà. Mais là, je ne vais pas le détailler, mais vous avez les fermes ouvertes aussi, hein, donc là aussi, il y a un endroit où il faut les personnes qui ne connaissent pas la bio, qui ont des a priori, elles peuvent aussi des fois aller à des fermes ouvertes et aussi découvrir des choses nouvelles. Voilà. Je te laisse la parole, Anne, pour les actions plus filières. Oui, ça marche. Oui, on va passer du côté consommateur. Je vais vous présenter l'action du défi foyer alimentation positive. C'est une action qu'on met en place depuis 6 ans, on va dire, sur l'Ille-et-Vilaine et qui s'est accélérée dans les 2 dernières années puisqu'on est lauréat du programme national de l'alimentation, PNA, pour déployer cette action le plus possible, notamment en formant des collectivités, des organismes, des associations à mettre en place cette action. À quoi elle répond? Elle cherche à accompagner des foyers qui sont peu ou pas sensibilisés à la question de l'alimentation durable, à changer les comportements alimentaires et notamment à manger plus de produits bio et locaux sans augmenter leur budget. Donc, elles sont accompagnées sur un temps de 6 à 9 mois à travers 5 ateliers, notamment un atelier cuisine, un atelier diététique, parce qu'on sait aussi que pour changer son alimentation et réduire les coûts aussi inhérents et s'approvisionner plus en produits bio et locaux, ça nécessite aussi de cuisiner autrement. Un atelier jardinage et puis toute une nouvelle pratique aussi d'achat pour mieux connaître où je peux acheter des produits
locaux et bio autour de chez moi. J'entendais ça là par rapport au retour d'atelier, là, sur comment on va pérenniser les changements de comportement alimentaire qu'il y a eu durant le premier confinement. Nous parmi les fermes bio et nos adhérents, ils l'ont ressenti très, très, très fort, hein, très épuisés à la fin du confinement, mais ils avaient envie de répondre à toute cette demande qu'ils ont eue, qui est retombée un petit peu, qui a réaugmenté là un petit peu avec le deuxième confinement. Mais c'est leur souci aussi de se dire comment on pérennise ça. On a vu ce changement. Voilà, on veut que ça puisse continuer. Donc sur ce défi, on a formé depuis l'année dernière Redon Agglomération, la communauté de communes de Bretagne Romantique et la Maison de la Consommation et de l'Environnement à accompagner ces temps-là. Elles travaillent à chaque fois avec des acteurs de leur territoire. Ça peut être des centres communaux d'action sociale, des MJC, des épiceries sociales, qui sont en lien direct avec les publics cibles, on va dire. On a 2 autres collectivités. Il y avait la soirée de clôture hier où il y avait beaucoup de collectivités qui étaient intéressées, qui étaient là. On sait qu'il y en a 2 autres sur l'île-et-Vilaine là, qui voudraient peut-être continuer à se former. Donc, voilà, c'est vraiment une action qui peut avoir du sens. Je vous ouvre juste pour information, voilà, sur le site de Bretagne Romantique, la page des défis foyer alimentation positive, qui explique un peu le déroulé et voilà, qui fait un appel à participation. Il y a des petites vidéos aussi qui sont sympas pour en savoir plus. Ça me fait penser aussi, puisque j'entendais les freins qu'il pouvait y avoir là dans les retours sur les freins pour les changements de comportement alimentaire. On a des outils, à travers ce genre de projet qu'on a développé ça, et puis il y en a d'autres, hein, des outils pédagogiques justement qui permettent de lever les idées reçues ou qui donnent des éclaircissements sur toutes les questions auxquelles les questions récurrentes, hein, auxquelles nous, on essaie de répondre quand on rencontre du grand public, enfin n'importe qui, hein, les élus, sur voilà, la bio, est-ce que local c'est pas mieux que bio, est-ce que oui mais la bio tout est importé, est-ce que ça coûte trop cher, voilà. Donc, on a des petits outils pédagogiques qui permettent de mieux comprendre qui donnent des éléments là-dessus et que je pourrais mettre, ils sont pas là sur le site mais ça me fait penser que je les mettrai. Et puis la restauration collective, ça fait 25 ans maintenant qu'on accompagne des collectivités sur la progression des produits bio et locaux en restauration collective. On sait que c'est pas suffisant, c'est pas juste s'approvisionner plus en produits bio et locaux. Ça entraîne énormément d'autres changements en cuisine sur les façons de faire, voilà. Et donc on accompagne sur tous ces changements-là à travers des animations, des formations de cuisiniers. Donc là, on va travailler avec des cuisiniers formateurs. Hein, nous, on fait l'accompagnement global. Des formations sur comment maîtriser son budget quand on veut augmenter la part de produits bio et locaux. Voilà, donc avec la loi Egalim, je pense que vous êtes beaucoup aussi à vous intéresser à ce sujet-là, en espérant que certains portent des objectifs qui vont au-delà aussi de la loi Egalim. Hein, c'est 50% de produits durables de qualité, donc c'est principalement les signes officiels de qualité, et 20% de bio à l'horizon 2022. Donc nous, au moins, on dit qu'il faut que ce bio soit local, ça ne sert à rien d'avoir ces chiffres-là, et puis pourquoi pas aller plus loin, on sait que c'est possible. On parlait des liens avec les bassins versants, dans la plupart des contrats de territoire des bassins versants, la question de la restauration collective est inscrite comme un enjeu et nous, on mène des actions avec les bassins versants sur ce sujet-là. Sur les collèges, il y a le conseil départemental qui a des lots d'actions pour accompagner les collèges. Voilà. Donc, il peut y avoir des solutions à ce niveau-là. Et puis je reviendrai sur les aides et les dispositifs sur la partie restauration collective, puisque dans le plan de relance, il y a un soutien particulier aux petites communes pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. Voilà pour quelques détails d'action. On vous a mis là les principaux objectifs que vous pouvez un peu creuser après et des idées d'action pour atteindre ces objectifs. Donc voilà, c'est des actions ponctuelles. On a parlé de l'aspect production, l'aspect consommation.
Pour les collectivités qui souhaiteraient faire un pas de plus, nous, on leur propose de mettre en place un plan bio territorial. Donc l'idée, c'est d'avoir un programme d'action complet, transversal, pour développer l'agriculture biologique sur leur territoire et qui s'adresse à l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit l'ensemble des agriculteurs pour les faire évoluer dans leurs pratiques, idéalement jusqu'à la bio, aux professionnels de l'alimentation d'un territoire, les restaurateurs, les artisans, comment ils augmentent aussi, eux, comment on les sensibilise, comment ils augmentent leurs approvisionnements bio et locaux, et puis les consommateurs sur le changement de comportement alimentaire. On a le Valdy-Lobigny qui s'est lancé dans cette optique-là depuis 2019. Et donc, on a passé un an sur une mobilisation de l'ensemble des acteurs sur le sujet du développement de l'agriculture biologique et puis une mobilisation de ces acteurs-là. Là, je vais vous présenter une petite vidéo. Ça va nous faire voyager un peu en ces temps de confinement, même si demain, on peut aller à 20 km, mais là, ça va beaucoup plus loin. On part du côté du Pays de l'Or, dans le sud de la France, qui vous donnera un petit peu un aperçu de ce que peut être un plan bio territorial. Je vais repartager mon écran pour que vous ayez le son cette fois-ci. Ça dure 3 minutes. Est-ce que vous entendez ? Derrière, un peu plus loin, on a le captage d'eau potable de Bouissé et en contrebas celui du Bourgidou. Donc l'agglomération mène cette action d'acquisition foncière et lorsqu'elle achète une terre agricole, elle la remet ensuite en exploitation à un agriculteur. J'ai un bail de fermage avec un cahier des charges, ni fumure, ni désherbant et traitement, je dirais, très raisonné. Mon grand-père aimait à dire que le bien le plus précieux qu'on avait, c'était son sol. Et puis il disait l'herbe, ça n'a jamais empêché de vendanger. Dès la deuxième année de conversion, vous avez droit à une exonération de taxes sur le foncier non bâti. Donc les agriculteurs qui exploitent des parcelles en agriculture biologique peuvent bénéficier de cette exonération pendant 5 ans. Je pense que l'agglomération de Pays de l'Or, s'il n'avait pas été là, il y a des grandes chances qu'on aurait continué comme on faisait Grande Vadrouille. La réduction d'herbicides que vous faites sur votre exploitation et sur les 12 hectares qu'on a ici vont quand même avoir une répercussion ensuite sur la qualité de l'eau. Aujourd'hui, je désherbe que 25%, ce qui veut dire que la terre n'est moins intoxiquée, je la pourris moins. Je pars du principe que la nature s'équilibre aussi un peu et faut l'aider un peu des fois, mais globalement ça fonctionne quand même bien. Alors en bio aujourd'hui, je dirais qu'on a une bonne partie des laitages, on a quasiment tous les céréales, tous les légumes surgelés et une grosse partie des légumes frais, plus de la moitié des fruits frais, l'ensemble des œufs et depuis le 1er janvier 2019, on a l'ensemble du pain. C'est bon pour la santé et c'est meilleur. Moi, je pousse chaque éleveur au jour d'aujourd'hui à passer en bio avec les parcelles que nous avons autour de nous. On est fiers de nous quand même d'arriver à faire ça. Et c'est un grand projet, quoi. Voilà pour la vidéo.
Vous m'entendez toujours bien? Ouais. Et pour finir sur cette partie, on vous a synthétisé un petit peu, parce qu'on sait que ça peut quand même être compliqué, cette histoire de financement et de dispositifs pour s'y retrouver. On a Juste Anne, je t'aurais bien interrompu pour approfondir un peu les questions qui ont été posées, non? Avant de partir sur la partie financière, ou enfin comme tu veux. Non, très très bien, c'est bien. C'était pour comment faire pour sensibiliser les agriculteurs peu proches du bio. Donc, on a donné quelques exemples d'actions, mais je pense que ça mérite peut-être qu'on approfondisse un peu le sujet, parce que les actions qu'on a présentées ne sont pas toutes suffisantes. Donc, par rapport à ça, vraiment, le dialogue est au niveau des communes. C'est le meilleur échelon pour le mettre en œuvre, le dialogue avec les agricultrices et agriculteurs de sa commune. C'est quelque chose d'important à mettre en œuvre. On peut repérer les personnes qui vont transmettre, les aider à préparer, puisque pour une transmission, ça ne part pas à l'agrandissement, il faut que ça se prépare à l'avance. Donc, il faut oser mettre ça en action, aller rencontrer, parce que les agriculteurs ont aussi des choses à dire et ont besoin aussi de ce dialogue. Hein. Quand on fait des enquêtes, comme on a fait dans le cadre du territoire Val-d'Ille-Aubigné, on voit ressortir ce problème de cette injonction paradoxale auquel sont soumis les agriculteurs aujourd'hui. D'un côté, on leur dit ne traitez pas près de ma maison. Et d'un autre côté, souvent, les personnes qui disent ça peuvent être des personnes qui continuent à acheter des produits au moins cher possible, avec peut-être des systèmes de production. On a entendu parler du sujet avec les accords CETA, mais avec peut-être du bœuf aux hormones. Voilà. Et là, les agriculteurs ne peuvent pas rivaliser, c'est-à-dire faire à la fois le prix le plus bas et faire à la fois de la qualité et puis de l'environnement. Donc voilà, le dialogue pour que les agriculteurs puissent aussi dire ça, puissent dire travailler aussi auprès des habitants pour faire comprendre que nous, on veut bien changer nos pratiques, mais il faut qu'on ait une rémunération de ce qu'on fait. Et voilà, que l'échange puisse avoir lieu, c'est extrêmement important. Une des choses qu'on met en place, c'est aussi des rencontres. C'est à l'invitation de la commune, et nous, on peut être présents, inviter l'ensemble des agriculteurs de la commune pour discuter de la transition agricole, et puis nous, on peut répondre sur les questions sur la bio. C'est des temps qui peuvent être très animés, parfois virulents, mais nous, on sait répondre, on est du monde agricole, on connaît bien l'agriculture, on connaît bien l'agriculture bio, et nous, on peut aider à avoir les réponses aussi qui rassurent aussi sur l'agriculture bio. Et puis, c'est aussi parfois, pour certaines personnes aussi, de faire comprendre que on demande une transition sur des pratiques, etc. Il y a un besoin de ce changement, il est évident, mais certaines personnes ne souhaitent pas aller jusqu'à l'agriculture biologique et ne doivent pas se sentir enfermées dans un chemin qui soit uniquement vers l'agriculture biologique. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes à faire certainement, et il faut laisser le choix à chacun. Voilà. Je voulais peut-être répondre sur ce sujet. Je ne sais pas si j'ai complété surtout, peut-être qu'il y a d'autres choses encore. Et je voyais une autre question sur comment peut-on, dans le cadre de nos mandats au sein des syndicats de bassin versant, améliorer l'offre d'action. Donc, je ne sais pas si je tâche d'y répondre maintenant ou après, Constance. Oui, écoute, vas-y. On a pris quelques minutes de retard, mais allons-y maintenant. D'accord. Donc, dans les bassins versants, il y a tout un système de gouvernance des syndicats de bassins versants. Il faut pouvoir s'inscrire dans ces lieux. Il est possible d'avoir des échanges, soit avec les présidents des bassins versants, soit les animatrices, animateurs aussi, voilà, pour connaître ce qu'ils font, les actions qui sont mises en œuvre. Et puis ensuite, il y a des financements avec un contrat de territoire, et qui est revu tous les 3 ans. Donc là, il faut savoir où en est son bassin versant dans la revoyure des contrats, de manière à pouvoir anticiper et prévoir que sur la prochaine échéance, il y a peut-être des choses qu'on souhaite voir ajoutées ou améliorées.
Merci Mathieu, j'espère que ça répond à votre question partiellement tout du moins. Oui. On va continuer sur les aides et dispositifs rapidement, Anne. Oui, je vais aller un petit peu vite pour qu'on puisse tenir le temps. On a synthétisé là, dans le document, donc vous pouvez retrouver les aides et les dispositifs pour soutenir la transition vers le bio. Donc tout ce qui est appel à projet, on va dire plus large, hein, sur la transition agricole et alimentaire, voilà, qui s'adresse plus particulièrement à tout ce qui est intercommunalité ou collectivité locale, mais aussi certains aussi aux communes. Je pense notamment à celui-là. J'ai des communes qui nous ont remonté qui vont répondre à l'appel à projet Mobilisons les Bretons et les Bretonnes pour les transitions, 15 février. Je ne vais pas les détailler, hein. Il y a les appels à projets annuels du Programme national de l'alimentation qui finance les PAT, plus des projets qui peuvent être portés par d'autres personnes que les collectivités. Voilà. Je passe. Et l'appel à projet agriculture durable et citoyenne du conseil départemental aussi, qui est très, très utile au développement de la transition sur le, sur le territoire. Et puis, un petit arrêt sur le plan de relance Covid, les mesures sur l'alimentation qui sont en train d'être détaillées. On a les informations au fur et à mesure du côté de la DRAF et de l'ADEME. Donc, une mesure autour de la structuration des approvisionnements en produits frais et locaux. Avec des financements qui ne sont pas forcément pour les collectivités, mais directement pour les associations, les producteurs, les entreprises qui souhaiteraient travailler là-dessus. Une mesure sur le soutien aux cantines scolaires des petites communes. Il y a un lien là où vous pouvez appuyer. Ça vous emmènera sur le site et notamment vous pourrez voir si votre commune peut être éligible à ce soutien-là. Et puis un renforcement du financement des PAT. Les contrats territoriaux des bassins versants, Yann vient d'en parler. Et puis, il y a tout ce qui est dispositif financier pour aider directement l'installation et la conversion en bio. Donc, il y a ce qui va directement aux agriculteurs, les mesures MAB et CAB, pour leur petit nom. Et le crédit d'impôt, moi, je m'arrête 2 secondes sur les mesures, les dispositifs qui peuvent être mobilisés par les collectivités. Donc, je pense, on en a parlé dans la vidéo, l'exonération de taxes foncières sur le non bâti pour les parcelles en bio. Petit coup de pouce pour les agriculteurs bio, les surprimes à la conversion en bio. On a un retour d'une commune là, qui réfléchit sérieusement à mettre ça en place. Ailleurs en France, des intercommunalités ont mis ça en place pour aider encore plus ce passage-là de la conversion. Tout ce qui est aide à l'installation, alors beaucoup d'intercommunalités les ont mis en place, mais sans forcément qu'il y ait de bonification pour des installations en bio. Et puis, alors sur l'aspect foncier, il y a encore énormément à dire, et là, je vous renverrai vers nos partenaires Terre de Liens là, qui agissent à ce niveau-là, sur tout ce qui est définir sa stratégie foncière agricole, et là, notamment, je mettais le cas des baux environnementaux sur des parcelles que vous avez en propriété, avec une clause sur l'agriculture biologique. Pour aller plus loin, 2 guides, là, qui détaillent encore plus ces mesures-là, tous ces dispositifs-là, complexes, mais plus d'informations à ce niveau-là. Je ne sais pas si Yann, tu vas reprendre la main là sur le conseil départemental. Constance va nous arrêter en disant que non, on a 1 minute. On est à 2 minutes de la fin, donc je nous invite à conclure. D'accord. Alors dans ce cas-là, si on conclut, le tout dernier point dans aller plus loin, il va vous renvoyer vers le site, la plateforme de ressources qu'on a au niveau national qui s'appelle Territoire Bio. Vous allez retrouver énormément de retours d'expérience de collectivité, de fiches techniques sur des actions précises que vous pouvez mettre en place. Voilà, il y a la création aussi d'un groupe Territoire Bio pilote au niveau français pour avancer et échanger sur tous ces aspects-là. N'hésitez pas à les fouiller de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste juste une petite minute. Voilà, pour clôturer, certains ont dû nous quitter déjà en cours de route. Je sais que pour d'autres, la connexion était difficile aujourd'hui, donc j'espère que tout ça a été audible. N'hésitez pas à nous contacter par ailleurs. Donc, vous recevrez cet après-midi un mail qui récapitulera et vous enverra le lien du site. On se retrouvera aussi, si vous le souhaitez, en janvier et février pour de nouveaux webinaires sur des thématiques plus spécifiques. Donc, on espère que vous serez parmi nous afin qu'on puisse s'améliorer et avoir quand même un petit retour. Je vous lance
tout de suite un petit sondage pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Oui, plutôt, moyennement, assez peu ou pas du tout. Voilà, ça nous permet vraiment de progresser et d'orienter les informations, les questions et de rajouter des éléments. Le site que vous avez à votre disposition va continuer à évoluer. Je vois que, voilà, d'après les quelques réponses qu'on a, c'est tout à fait, ou plutôt, n'hésitez pas à nous dire très franchement s'il y a des manques. Je crois que tout le monde a répondu, donc voilà, on a partagé les résultats, on a à peu près une estimation. Et pour la toute fin, je vais vous partager. Alors, excusez-moi une seconde, je crois que l'écran est déjà partagé. Voilà, un tableau blanc. Et comme tout à l'heure, vous pouvez retourner sur annoter dans votre paramétrage en haut de votre écran. J'oublie à chaque fois le nom. Alors, c'est dans options d'affichage. Voilà, dans options d'affichage, le petit crayon, tableau blanc, et donc vous arrivez, vous pouvez mettre du texte, cliquer sur du texte, et nous mettre juste un petit mot sur ce qui vous reste un petit peu de ce webinaire de 2 heures. Ça peut être une action à mettre en place, un mot-clé, quelque chose vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà, ça nous permet d'enrichir un petit peu notre retour d'expérience. Et puis peut-être de redire que si vous avez encore des questions qui vous restent là, n'hésitez pas à les mettre dans Converser, là dans le chat, et puis on essaiera d'y répondre là comme on avait dit. Voilà, on peut laisser ouvert encore 5 minutes là. Voilà, j'espère qu'au niveau du lycée Saint-Exupéry, dans la classe de BTS, ça s'est bien passé. Je vois Claire Bézot, merci pour votre webinaire qui complète les infos qui nous manquaient. Maintenant, nous allons attendre les décisions de nos élus. Belle journée à vous 3. Que faut-il faire? Alors, peut-être que je vais juste répéter la consigne. Donc, si vous pouvez juste compléter le tableau blanc qui s'ouvre, si vous en avez la possibilité, en allant, voilà, je vois que Marie Chatagnon a réussi. Elle nous dit merci beaucoup, c'était riche, c'est plein d'informations. L'outil Parcelle est une belle découverte. Tant mieux, continuer à l'utiliser. Donc, vous pouvez aller dans options d'affichage, annoter et puis nous mettre un petit mot. Et puis, on va finir là-dessus tranquillement. On va vous souhaiter un très bon appétit et puis en espérant vous revoir bientôt sur nos prochains webinaires ou par email. Voilà, une très bonne journée à tous. Et puis, à bientôt. Co-construction, communication. Merci. Vérifier les actions d'aide à l'installation. Merci pour cette mise à jour de mes connaissances au sujet. Je vais partager au niveau de ma Comcom. C'est parfait. Je vais aller voir les outils et diagnostics. Oui, retournez-y et regardez ce qui se passe sur votre territoire. Site internet très complet et très utile pour l'avenir. Merci. Merci à vous et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. C'est très riche d'avoir vos retours. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci.